J'ai officiellement visionné l'intégralité de la filmographie de Jean-Luc Godard. Bon, techniquement, personne ne peut prétendre avoir vu toutes ses œuvres, puisqu'entre les installations éphémères, les diffusions ponctuelles et les bobines disponibles nulle part autre que dans les tréfonds des archives, il existera forcément des films qui vous auront échappé. Mais je prétends avoir vu toute sa filmo existante et accessible au public, légalement ou illégalement d'ailleurs, au compte de normalement 42 longs métrages, 12 moyens, 47 courts et 3 séries télé. C'est un événement et j'en profite pour vous résumer ma pensée. Parler de Jean-Luc Godard, c'est parler d'un cinéaste qui a littéralement reconfiguré la grammaire du cinéma. Avec À bout de souffle en 1960, il renverse d'un geste le classicisme des studios. Caméra portée dans la rue, jump cut, adresse directe au spectateur, liberté du tournage et de la parole. C'est pas seulement un coup d'éclat formel, c'est un séisme qui libère des générations de cinéastes et installe durablement l'idée que le film peut penser et faire penser autrement. There are no scripts for your movies. Yeah, there are, but not the way you are doing it here. I mean, the actors don't receive a script in the I mail. next to scripts and you see. I barely see those. Très vite, Godard prouve que ce premier long métrage n'est pas un phénomène isolé. Critiques et historiens se mettent d'accord pour dire que Le Mépris est son œuvre la plus orthodoxe. Godard lui-même voyait en Paul son premier personnage vraiment abouti. Dans Pierrot le Fou, la fable pop et la cavale existentielle se confondent. Couleurs saturées, merci Coutard, éclat littéraire, politique en sourdine mais omniprésente, tout concourt à faire du cadre un champ de bataille d'émotions et d'idées. Dans cette décennie, on y voit une manière d'être au monde par le cinéma. L'insolence du cut, la poésie des citations et l'ironie tendre et cruelle. On ne comprend pourtant Godard qu'en le suivant au-delà des icônes 60s. La fin de la décennie le mène vers l'expérimentation politique et l'essai filmé. Les années 70-80 inaugurent un laboratoire d'image son où il déconstruit radicalement les habitudes de regard. Numéro 2 est un pivot. Dispositif vidéo, écran dans l'écran, friction du domestique et du politique. Un film définissant sa période la plus exigeante. Nouvelle vague, élégie sur le temps et l'industrie. Film miroir où les motifs reviennent comme des vagues. Éloge de l'amour qui inverse les temps, présent en noir et blanc et passé en couleur, pour interroger la mémoire, l'amour et la manière dont les images et les récits s'entrelacent. Même au crépuscule, il travaille. Scénario, complété la veille de sa mort, témoigne d'une curiosité intacte du collage au souffle autobiographique. Maintenant, pourquoi Godard est-il reconnu comme un génie ? Eh bien parce qu'il a su faire de la forme une pensée. Ces films ne se contentent pas de raconter, ils interrogent le langage même du cinéma. Le cadre, le raccord, la voix off, la couleur, comme autant de thèses en actes. Richard Brody résume bien ce geste, chez Godard, l'esthétique est politique. Les films véhiculent et dévoilent des codes idéologiques que le spectateur répercute. Voir un film, c'est penser par lui et lui résister. D'où son statut de figure cardinale de la nouvelle vague, rupture avec le studio, tournage léger, cinéphilie active héritier des cahiers, mais aussi capacité à faire de la modernité un instrument de vérité. Godard reste moderne parce qu'il a compris que le cinéma n'est pas qu'un art de raconter, mais un art de penser en images et d'apprendre au spectateur à regarder contre ses habitudes. Cette modernité est inuisable, et c'est pour ça que des rues de Paris d'à bout de souffle au collage ultime de scénarios, son œuvre demeure une école du regard. Elle continue de nous former, de nous bousculer, et surtout de nous rappeler que regarder un film, c'est jamais passif. C'est un acte de liberté.